Bon, eh bien, rebonsoir. Pendant que les dernières personnes prennent leur place, j'ai pas l'habitude de prendre la parole trop souvent, mais c'est vrai que ce soir, pour nous, c'est un peu particulier par votre présence, Madame Fructus. Je voudrais vraiment vous remercier du courage et de l'honneur que vous nous faites d'être là, parce que je pense que le débat, du coup, il gagne. Et je voudrais souligner, je ne voudrais pas que ce que je fais soit mal interprété, mais j'éprouve ce besoin de le faire devant vous ce soir. C'est vrai que Madame Fructus a été une des premières à comprendre notre projet, à nous soutenir au titre de la politique de la ville. Voilà, et sur les mises en lien avec, on était un peu isolés, un peu à la ramasse. C'est vrai que les entretiens qu'on a pu avoir avec vous nous ont aidés. Voilà, j'en ferai pas plus, mais je voulais vraiment vous souhaiter vraiment la bienvenue et merci d'être là pour ce débat. Et comme on se disait, c'est vrai qu'on est dans un monde quand même où je trouve que c'est difficile de se parler quand a priori on imagine qu'on ne va pas être d'accord ou qu'il y a des vécus comme ça. Et le fait de pouvoir échanger, parler ensemble, comme on le fait ici ce soir, pour nous, au Théâtre de l'Œuvre, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on apprécie. On en remercie Mars Actu d'avoir pu organiser ça. On remercie les autres participants à ce débat d'être là ce soir. Et cette parole-là, ces échanges, c'est rare aujourd'hui. Donc profitons de ce temps, cet espace de parole. Merci. J'avais envie de dire merci à ce théâtre d'être là pour permettre de le faire, quoi. Et merci à vous d'être là aussi pour partager ça avec nous. Merci encore. Donc, merci Yves. Donc, on entape là la deuxième partie de ce débat. Ce débat, on comptait le faire en fait en novembre. En novembre 2018, on avait prévu, on en avait discuté avec Yves. La thématique n'était pas celle du mal logement au départ, et puis on s'est dit l'actualité nous l'impose. Et c'est vrai que dans ces moments-là, quelques jours après le drame qui nous réunit encore 6 mois plus tard, les conditions d'un dialogue contradictoire, d'un dialogue parfois nourri mais apaisé, n'étaient pas réunies. On n'était pas en capacité de dire ok, il y aura les élus qui pourront répondre de la partie dont ils sont responsables, et uniquement celle-là, pas forcément de tout le bilan de 4 mandats du maire de Marseille et d'une politique successive de maires successifs, parce que c'est cette question-là qui peut se poser. 6 mois après la rue d'Aubagne, on s'est demandé comment on pouvait faire pour que ça n'arrive plus. C'est ça notre question aujourd'hui. C'est se dire comment faire pour que ces morts du mal logement, il n'y en ait plus jamais dans cette ville. Alors on ne peut pas le promettre, personne ici peut le promettre, mais en tout cas on peut s'interroger collectivement pour comprendre quelles politiques peuvent être mises en œuvre et comment nous, citoyens, on peut travailler avec cette politique, interagir avec cette politique pour éviter que des morts du mal logement, il n'y en ait plus dans cette ville. Alors donc, pour interroger cet après rue d'Aubagne, pour s'interroger ce plus jamais ça, je l'ai dit, Madame Fructus est là, vous êtes adjointe au logement, mais aussi à la politique de la ville, à la rénovation urbaine, vous êtes vice-présidente de la métropole, avec à peu près les mêmes compétences, puisqu'elles se chevauchent en grande partie. Vous faites partie du mouvement radical, et vous siégez toujours à la région en tant que conseillère régionale, même si ça a été un peu délicat aux mêmes périodes. À vos côtés, Florent Houdemont. Alors, vous êtes directeur général ou délégué général de... Alors, expliquez-vous. Voilà. Donc, vous êtes effectivement délégué régional de la Fondation Abbé Pierre, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Vous avez des interactions à la fois avec les gens qui vivent le mal logement, mais aussi avec les politiques qui mènent la lutte ou qui essayent de mener une lutte contre le mal logement. À vos côtés, Marie Batou. Marie Batou, vous êtes porte-parole du collectif du 5 novembre. Enfin, non? Alors, c'était peut-être au début. Membre du collectif. Alors, je confonds parce qu'à l'époque, au tout début, il y avait des contacts presse et vous faisiez partie des contacts presse. Alors, c'est peut-être ça je vous ai institué un peu brutalement en porte-parole. Vous n'êtes pas porte-parole, mais membre du collectif du 5 novembre. Vous êtes habitant de Noailles, délogé et relogé, j'espère. Oui, relogé depuis peu. Et puis vous êtes aussi élu de secteur, d'arrondissement, dans la mairie des Deux-Trois, sous une étiquette
front de gauche. Voilà. À vos côtés, il y a un représentant des propriétaires de l'UNPI, c'est ça, Monsieur Sicre, Alain Sicre. Vous êtes à la fois administrateur de l'UNPI, l'Union nationale de la profession immobilière, c'est ça, propriétaire. Merci. Les sigles, il y en aura beaucoup. Ce n'est que le premier. C'est toute une forêt qui nous attend. Et vous représentez là les propriétaires qui sont au premier rang dans ce qui arrive depuis 6 mois et qui est la conséquence, on le verra, d'une histoire du centre-ville de Marseille. À vos côtés, Françoise Zitouni. Vous êtes chercheuse, vous êtes maître de conférence à l'IUAR, Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille Université. Et si vous êtes là, c'est que vous avez mené une enquête, un travail de terrain, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, à la Belle de Mai, un quartier qui était un quartier en transformation, hein, et vous avez interrogé finalement la place du logement dans cette transformation. Et de cette position-là, vous avez aussi regardé comment fonctionnent ou ne fonctionnent pas les différents services qui ont en charge l'habitat indigne. Donc voilà notre plateau. Et la première chose, c'est forcément se faire un petit retour en arrière et s'interroger sur ces 6 mois qui viennent de passer avec un grand nombre, hein, plus de 250 arrêtés de péril qui sont venus s'additionner. Alors dans les premières heures qui ont suivi cette épidémie, Madame Fructus, vous avez parlé d'une surenchère médiatique, parce que nos collègues de la Marseillaise venaient de sortir Balance ton taudis, il y avait effectivement des petits points rouges sur des cartes, et puis des évacuations à l'appel, hein, et c'est pas qu'une expression. Est-ce que, pour vous, c'est le symptôme de quoi? Ces milliers de délogés, ces 250 arrêtés de péril, qu'est-ce que ça raconte de la ville? Pardon. Ça marche là? Oui, on entend. D'abord, un mot pour remercier l'équipe du Théâtre de l'œuvre de l'accueil qui m'est fait et pour vous remercier, vous, Benoît Gilles, Mars Actu, de m'avoir invité et de me donner l'occasion de pouvoir échanger, discuter, faire un point dans un climat que je considère forcément apaisé, parce que effectivement 6 mois sont passés, que les douleurs persistent, que nous essayons les uns et les autres de mobiliser toutes nos énergies, nos compétences et pour trouver des solutions, mais qu'il est essentiel de pouvoir se parler, de pouvoir comprendre et surtout de pouvoir agir collectivement. J'ai bien écouté les échanges que vous avez eus tout à l'heure. Et c'était justement avec des journalistes, et ça va me permettre de répondre à votre question, même si on nous apprend souvent qu'il ne faut jamais répondre aux questions qu'on nous pose. Je suis là pour ça. Ce que je pense, c'est qu'on a tous un rôle à jouer, on le joue plus ou moins bien dans la société. Que vous avez un rôle d'information, un devoir d'information, et c'est incontestable, et personne ne peut le remettre en cause. Vous avez un devoir d'objectivité, évidemment. Vous avez aussi un ressenti que vous traduisez, que vous portez. Et à ce moment précis que nous avons vécu à Marseille, effectivement, qui était d'une violence inouïe, qui a été ressentie comme telle par chacun des Marseillais, et bien évidemment par moi-même, mais par d'autres, par d'autres élus, je considérais, si vous voulez, que il était de notre devoir d'essayer, dans la mesure du possible, même si l'événement était tellement violent et chargé émotionnellement, de prendre du recul. Et donc de pas inciter à faire sortir encore plus d'émotions, parce que c'est pas dans l'émotion qu'on arrive à trouver les solutions. C'est en essayant de garder le plus possible la tête froide et d'essayer de trouver le juste équilibre entre la prise en compte essentielle de ce qui se passe, mais aussi la responsabilité qui est la nôtre, la mienne, la vôtre, celle de tous les citoyens, d'à la fois ne pas affoler les populations et essayer de trouver, tout en pointant du doigt les dysfonctionnements, il y a des dysfonctionnements. Et je suis absolument
ravie d'avoir à cette table une juriste éminente qui pourra certainement vous éclairer mieux que je ne pourrais le faire sur ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure, la complexité de ce sujet. Quand un sujet est complexe, on ne peut pas s'exprimer à l'emporte-pièce. Il faut soi-même pouvoir le comprendre. Vous, pour le coup, Benoît Gilles, depuis des années, vous suivez ce sujet. Et donc, j'étais en lien permanent avec vous. J'ai jamais refusé de vous répondre. Vous aviez votre avis, etc. Vous connaissez le sujet. Pas tout le monde, pas tous les journalistes, et chacun le reconnaît, disent ce sujet est complexe, on est face à des responsabilités multiples, des acteurs différents, qui fait quoi, comment ça marche, etc. C'est juste ce qu'on a, ce que moi aussi j'ai découvert dans l'exercice de mon mandat, cette complexité qui pénalise l'action publique, la prise de responsabilité. C'est ça qui est énorme. Donc, le chemin que j'ai essayé de suivre, moi, à titre personnel, c'est d'être le plus possible à l'écoute des familles évacuées, de trouver des solutions de relogement, de les accompagner dans les difficultés qu'elles subissent et de ne pas rentrer dans la polémique. Voilà. Alors, sans rentrer dans la polémique, pour vous, aujourd'hui, 250 arrêtés de péril, plusieurs milliers de personnes délogées, c'est le symptôme de quoi? La question est simple. Hein. Pour vous, c'est le symptôme de quoi dans cette ville? C'est pas que dans cette ville, justement. C'est qu'il y a une prise de conscience. Non, mais attendez, laissez-moi m'exprimer. Je pense qu'il y aura un temps d'échange. Dans cette ville, il y a une problématique évidente. C'est pas ce que je suis en train de renier. Ce que je veux dire, c'est que le sujet, il est bien plus grave. Il est national. Et il faut une politique publique nationale offensive sur le sujet du parc privé en France. C'est ça que je veux dire. Moi, je vois mes collègues dans les autres collectivités. Ils ont exactement les mêmes problématiques. Alors, on va laisser Madame Fructu juste finir sa réponse avant d'interroger les autres. On parle de Paris, par exemple. On parle de Paris. Paris, oui, ils ont fait un travail considérable en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ils l'ont fait à partir de quand? Ils l'ont fait à partir de 2001. Il y a eu un incendie dans un immeuble faisant 17 morts. Partant de là, ils ont décidé de se lancer dans un grand plan de lutte contre l'habitat indigne. Ils se sont fixés des objectifs à 1 milliard d'euros. Oui, et l'objectif fixé, c'était d'intervenir sur 1030 immeubles. On est en 2019, ils sont à 953 immeubles. Voilà. C'est que pour vous dire qu'en 19 ans, ils ont fait un boulot super, mais ils n'ont pas atteint les 1030 immeubles. Et aujourd'hui, j'ai pris les chiffres ce matin, plus de 60 000 logements insalubres pour la seule ville de Paris. C'est pas moi qui le dis, c'est le député Stéphane Peu du groupe communiste à l'Assemblée nationale qui vient de déposer une proposition de loi. Très bien. Je sais qu'on s'en fout, madame, on se fout de tout. Non. Mais certainement pas de ce qu'on peut faire ensemble. Ce qu'on peut faire ensemble, c'est faire un état des lieux des problématiques, des sujets qui se posent, des réalités et des moyens que nous avons aujourd'hui de pouvoir agir. Aujourd'hui, ces moyens, ils sont bloqués. Ils sont bloqués juridiquement. On a une multiplicité d'acteurs qui interviennent, qui ne sont pas coordonnés. On a l'État, on a la ville, on a la métropole, on a la justice pour les marchands de sommeil. Tout ça n'est pas coordonné. C'est ça qu'il faut mettre en ordre. Alors, on va y revenir, et on est là pour ça, effectivement, pour essayer de rentrer dans le détail de cette désorganisation. Le temps des questions viendra un peu après. Mais Florent Houdemont, est-ce que Marseille mérite le titre de capitale du logement indigne, ou est-ce qu'effectivement, je le dis avec provocation, hein, mais 40 000, c'est une bonne partie des logements de ce centre ancien. Vous connaissez cette réalité, mais vous connaissez aussi la réalité d'autres territoires de la France. Comment on se situe
et où se situe Marseille? Alors oui, donc Marseille, 40 400, les chiffres qui sont à peu près crédibles sur le parc potentiellement indigne. 13% du parc, donc c'est considérable. Très clairement, c'est une des villes qui est le plus touchée par l'habitat indigne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on me demande un éclairage. On me demande un éclairage national, là où je suis obligé de dire néanmoins que malheureusement, c'est pas la seule ville non plus, c'est pas le seul territoire. Le sujet il est national. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on estime qu'il y a plus de 2 millions de Français qui vivent dans des conditions d'habitat très dégradées. Donc on voit bien que c'est considérable. C'est à peu près 100 000 Marseillais, 2 millions de Français. On a des territoires bien entendu dans les dom-toms très impactés. On a la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-France. Si vous voulez citer d'autres territoires qui sont similaires à Marseille. Je pense que la particularité de Marseille, donc si vous prenez des territoires, Marseille est l'équivalent de la métropole lilloise ou de la Seine-Saint-Denis en termes d'habitat indigne. C'est vrai que la spécificité de Marseille, c'est que c'est son centre-ville. La Seine-Saint-Denis, c'est la banlieue parisienne. Quand vous prenez la métropole lilloise, c'est plutôt Roubaix, Tourcoing, etc. qui vont être touchés. La particularité de Marseille, qui a choqué, et le drame évidemment est en plein centre-ville, c'est que c'est son centre-ville. Il n'en demeure pas moins que c'est une ville particulièrement touchée par l'habitat indigne et très clairement une des plus touchées. Moi, si je reviens sur les 6 mois de ce drame, d'où ça vient cet habitat indigne? À la Fondation Abbé Pierre, ça fait des années qu'on le dénonce, la situation de l'habitat indigne, nationalement et localement. Moi, j'entends ce que nous explique Arlette Fructus sur la complexité. J'ai un petit point de désaccord, je peux l'exprimer. On a eu il y a un mois la visite de la rapporteuse de l'ONU sur les questions de logement et d'habitat. Et je vous invite vraiment à lire le rapport. Son vrai rapport sortira en 2020, mais la note préliminaire qu'elle a fait au gouvernement français, qui est sur sa première préconisation. Quand un droit fondamental, et le logement en est un d'un être humain, est en jeu, peu importe de savoir quel est le pouvoir public qui y répond. La question, c'est que l'ensemble des pouvoirs publics sont comptables d'y répondre. Et d'ailleurs, c'était étonnant parce que dans l'accompagné un Allemand, son interprète, il y avait quelqu'un anglais, etc. dans sa délégation, ils étaient surpris par cette caractéristique très française de considérer que la ville ou la métropole, c'est pas l'État. Non, la ville et la métropole n'est pas le gouvernement, mais c'est bien l'État. On est, nous, nation française, citoyens, souverains en matière de loi via nos représentants, et on a des exécutifs qu'on élit, et qui sont tous ensemble, forment l'État de droit. Et effectivement, en France, il y a un certain nombre de textes juridiques, on y rentrera peut-être si on a le temps dans le débat, qui peuvent être plus ou moins complexes, mais qui en tout cas garantissent le droit à un logement opposable, le droit à un logement digne et décent pour tous. Il est du devoir de l'ensemble des pouvoirs publics de le faire respecter. Et c'est vrai que peut-être qu'on a une question technocratique, qui est de ce champ de compétences entre État, région, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui pourtant peut faire des choses, département, loi Besson, insertion par le logement, métropole, ville, etc. Tout ça rend les choses très complexes, au point que les citoyens, les délogés, parfois, ne savent plus à qui s'adresser. Or, quand votre droit il est en jeu, il faut que vous trouviez une réponse. Donc, ce que ça révèle déjà, ce drame, c'est que collectivement, l'ensemble des pouvoirs publics n'ont pas été à la hauteur pour prendre en charge, dans la bonne proportion, ce drame de l'habitat indigne et plus généralement du mal logement. Merci. Alain Sicre, dans la recherche de responsabilité qui a suivi immédiatement ce drame et la série, on l'a dit, d'évacuation et d'arrêté de péril, les édiles, notamment, ont dit c'est des propriétés privées. Ce sont des propriétés privées avec des propriétaires privés qui n'ont pas forcément fait ce qui était de l'ordre de leur responsabilité. Alors vous êtes représentant des propriétaires privés ici, ça ne veut pas dire que vous devez assumer toutes les responsabilités, mais est-ce que, je vous pose la même question, pour vous, j'imagine que ces 250 arrêtés de péril, ces milliers de visites, ces signalements, c'est le symptôme de quoi pour vos collègues qui sont propriétaires aussi comme vous? Alors, ça marche. Oui, très bien. Et donc, en pratique, il faut savoir qu'à Marseille, on a à peu près 70% de la propriété qui est en copropriété. Donc ça, c'est très important au départ. C'est-à-dire que ce sont des propriétaires, enfin, des gens qui ont le droit d'utiliser une surface, à la différence des monopropriétaires qui ont un immeuble entier. Et quand vous regardez les arrêtés de péril, il y en a en fait très peu. En proportion, regardez les statistiques, mais bon,
je ne défends personne. Simplement, si vous voulez, je fais que des constats. C'est-à-dire que les petits ce qu'on appelle petits copropriétaires. Pourquoi petits? Parce que, si vous voulez, ils sont dans des petites copropriétés de 3, 4 appartements. Et ces gens, si vous voulez, n'ont pas la possibilité de gérer leur immeuble comme on gère certains immeubles neufs, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis ces appartements qui étaient à l'origine, là il faut remonter dans le temps, à l'origine ces appartements n'étaient pas faits pour être utilisés comme ils sont utilisés aujourd'hui. Car il faut savoir que dans le centre de Marseille, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits dans les années 1900 et avant. Et donc, les planchers ne sont pas faits pour être utilisés, entre autres, comme ils sont utilisés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas les installations modernes que nous avons aujourd'hui. Ces appartements, donc, ont, au fil des années, comme il n'y avait pas l'eau courante, on a mis l'eau courante, on a mis le tout à l'égout, et on a fait des sanitaires, on a mis des douches. Et les planchers ne sont pas faits. Non, mais si vous voulez, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Donc, et la politique de l'État, c'était qu'on aidait, parce qu'il faut parler quand même qu'il y a eu des aides de l'ANA à une époque, on aidait pour faire ces rénovations-là. Mais on ne contrôlait pas si les planchers étaient en mesure de supporter les charges qu'on mettait dessus. Et ensuite, qui aurait dû contrôler, monsieur ceux qui aidaient. En fait, c'est l'État. Excusez-moi de renvoyer, c'est facile de dire c'est l'État. Et oui, pourquoi? Parce que c'est bien de donner de l'argent aux gens pour faire des projets, pour faire des rénovations. D'accord? Mais si on ne contrôle pas les gens, on fait. Parce que vous savez, Marseille avait quand même la spécificité que les gens faisaient de la rénovation à la marseillaise, qu'on appelle. C'est-à-dire que, excusez-moi de dire les choses telles qu'elles sont, il y a de l'humidité, on mettait une plaque de placo devant. Donc on ne cherchait pas s'il y avait une fuite. Ouais. Alors, non, mais j'imagine que M. Sick fait référence à des rénovations plus récentes, mais même si je pense que dans le cadre des OPH, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, je pense qu'il y a un contrôle qui doit être fait normalement par normalement. Mais si vous voulez, moi je vous parle de les gens que je représente, enfin que notre syndicat représente, c'est-à-dire les petits copropriétaires marseillais. D'accord. Voilà. Mais juste une réponse simple à ma question. Pour vous, 250 arrêtés de péril, c'est le symptôme de quoi? D'un mauvais entretien des immeubles. Mais maintenant, une fois de plus, je reviens là-dessus, c'est que vous avez des arrêtés de péril d'immeubles qui n'ont pas été entretenus et vérifiés. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'être copropriétaire, mais il faut regarder les caves de temps en temps. Et souvent, les caves, 90% du temps, elles sont encombrées, donc on ne va pas voir ce qui s'y passe. On ne va pas voir sur le toit, parce que ça coûte cher de refaire un toit aussi. Et donc... Mais madame, écoutez, si vous entretenez votre immeuble n'a pas été évacué. Non. Et voilà, donc... Malheureusement, oui. Il y a beaucoup, madame. On aura le temps d'y revenir et dans l'échange avec le public, de rentrer dans des éléments plus précis, effectivement, sur qui doit contrôler quoi. Marie Batou, lors d'une récente signature, là, justement, avec les représentants des propriétaires, syndics professionnels et syndics bénévoles, la ville a annoncé que, finalement, ce qui était une forme d'épidémie, une crue, des délogements, des évacuations, avait fini par se résorber et qu'aujourd'hui, on était à 600 personnes délogées. Est-ce que vous constatez que cette décrue a lieu et que petit à petit les gens rentrent chez eux ou en tout cas trouvent un toit un peu plus pérenne? Je veux bien réagir un petit peu sur ce qui s'est dit avant quand même, parce que il y a quand même des choses qui ont été dites qui m'interpellent, moi en tant que personne et puis je pense en tant que membre du collectif du 5 novembre. Déjà dire que je trouve assez regrettable, moi, personnellement, qu'on ait besoin de Mars Actu pour organiser ce type de débat démocratique. Je suis tout à fait contente qu'il ait lieu et je vous en remercie, mais il me semble quand même que dans le dialogue au sein de cette ville, il aurait dû être organisé de manière différente et bien antérieure.
juste parce que dans cette émotion, il me semble que les Marseillais attendaient aussi que leurs élus soient aux côtés d'eux et que cette volonté de se détacher de cette émotion a apparu une froideur et a surenchéri le rapport entre les citoyens et la ville. Et ça, je pense que, personnellement... On peut appeler un débat démocratique lorsqu'on va avoir un ticket d'entrée pour y accéder. Alors, ceci ne relève pas de Mars Actu, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Juste pour dire ça, parce que moi, ça m'a choqué ces 6 derniers mois. Voilà. Après, sur la question de la complexité du sujet, certes, le sujet complexe, enfin, si vous voulez, c'est quand même nos maisons. Donc, ça serait bien que depuis toutes ces années, on s'attache à régler la complexité des choses. Et notamment parce que quand on nous dit mairie, métropole, c'est un sujet récurrent ces 6 derniers mois sur le thème. Maintenant, c'est pas la mairie, c'est la métropole. Ben non, c'est pas la métropole, c'est la mairie. En fait, juste pour rappel, parce que la dernière réforme constitutionnelle a voulu cela, la métropole est une émanation des élus de la mairie. En fait, nous avons exactement les mêmes personnes à la mairie et à la métropole. Et donc, si on veut faire des choses, et si on veut se parler, et si on veut régler les problèmes, il y a des solutions simples de le faire. Vous vous croisez à peu près tous les jours, il me semble, entre vous. Voilà, juste parce que, bon, après, j'allais encore parler de l'ANA, etc. Je me rappelle très bien, au même rendez-vous que monsieur Nicole, qui a fait ce rapport fameux désormais à Marseille, a dit que pendant toutes ces années, il avait constaté que les financements de l'ANA n'avaient pas été utilisés à Marseille au niveau où il était octroyé par l'État. Et donc, bien là, nous avons un problème qui, à mon sens, est très probablement partagé entre la volonté politique et je suis désolée, mais aussi par les syndics, parce qu'en fait, vous avez une information que les propriétaires, je parle des propriétaires occupants que l'on croise beaucoup dans ces histoires de délogement, plus que les propriétaires bailleurs, n'ont pas. Et voilà, et je pense qu'il y a un rôle du syndic aujourd'hui à retrouver sur l'information et au sujet des obligations des propriétaires. Donc, pour revenir à ta question, excuse-moi, je l'ai oublié. Mais en fait, c'est compliqué. Oui, il faut balayer un peu tout, mais donc c'était cette question de, effectivement, est-ce qu'on est à 600 personnes délogées, est-ce qu'il y a effectivement la décrue s'amorce et on arrive avec... Alors, il y a un travail sur les chiffres qui est en train d'être fait au collectif, effectivement, pour étudier la question. Effectivement, il y a une grosse partie, on arrive à peu près à 700 personnes qui seraient à l'hôtel, hein. 600 d'après les chiffres, mais 600 plus. On les a pas vérifiés précisément. On les a pas vérifiés, mais en fait, on les a eu un peu hier, donc on est en train de le faire. Mais donc la question, elle est, on va pas jouer sur 100 personnes en fait, parce que en fait 3000 délogés, Madame Fructus. Ouais, non, mais d'accord. Près de 3. C'est déjà énorme. Énorme. Et aujourd'hui, 6 mois après. Il faut être d'accord avec les chiffres. 2558, c'est énorme. On peut jouer sur les chiffres, Madame. C'est déjà Fructus, pas 3000. C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est bien sûr, ce sont effectivement des hommes et des femmes. Ce sont des hommes et des femmes pour qui, pendant ces 6 mois, on aurait peut-être dû trouver d'autres solutions que l'hôtel et on aurait peut-être pu accélérer la démarche. Qu'aujourd'hui, on est encore 600 personnes à l'hôtel, qu'on n'ait pas trouvé des solutions pour que, quand on les fasse évacuer, ils n'aillent pas accéder à l'hôtel directement. Je vous rappelle un article de je ne sais quelle presse, où il y a une dame qui est à l'hôtel depuis 8 mois, avant même la question du 5 novembre. C'est-à-dire que quand on pose la charte du relogement sur la table, nous, en tant que collectif, avec les associations qui négocient tous les jours, on n'invente pas les choses. Ce sont des choses qui se font et qui existent. C'est-à-dire dans quel cadre on évacue des personnes parce que il y a la question du bien dans lequel ils habitent qui doit être rénové. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des solutions, on demande et on exige, y compris d'avoir un relogement décent. Voilà. Donc, pour répondre à la question... Vous êtes en train de vérifier les chiffres. On vérifie les chiffres, mais il faut bien comprendre qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la nature et qui ne sont pas dans les radars ni de la mairie ni des collectifs, et que les chiffres aujourd'hui, ils ne révéleront pas la réalité des choses de manière aussi précise qu'on aimerait souhaiter nous enfermer dans ce débat-là. Et il faut avancer sur des solutions
pérennes qui permettent de régler les choses, parce que je me rappelle bien que mon voisin là dit que la crise risque de durer encore 4 ans. On n'est plus à une année près, tu me diras. Mais donc, si on est en mesure de prendre l'ampleur de la chose, ça veut dire trouver des solutions autres que l'hôtel. Alors, on évoquera ces questions-là parce qu'effectivement, il y a des... Oui, c'est pas grave. Peut-être, Madame Zitouni, puisque on évoquait cette complexité, vous l'avez regardé de près, cette complexité. Je pense qu'il faut directement pouvoir la documenter, cette complexité des acteurs qui se retrouvent à travailler ensemble, et souvent côte à côte, et souvent sans se parler, sur les mêmes questions d'habitat indigne. Vous avez vu ça de près à la Belle de Mai? En fait, les acteurs interviennent... Un peu plus près de la... Oui, les acteurs interviennent souvent à une échelle plus large que la Belle de Mai. Oui. Donc, en fait, la plupart des acteurs qu'on a rencontrés, effectivement, avaient des compétences en matière d'habitat qui sont pratiquement, on l'a dit tout à l'heure, c'est la compétence, elle est partagée par tous les acteurs, quasiment, y compris la région qui, maintenant, a aussi une compétence habitat qui est plus au niveau stratégique, hein, disons. Voilà, donc ça, en plus, c'est pas spécifique à la région non plus. Ce sont les textes nationaux qui déterminent un certain nombre de choses. En tout cas, de fait, la compétence habitat est très complexe dans la mesure où chacun a une partie de cette compétence et où les acteurs devraient, et sont tous conscients qu'ils devraient se mettre autour de la table et pouvoir échanger entre eux. Ils ont besoin de ça, mais la structure même des institutions fait qu'on n'y arrive pas. Alors, en matière d'habitat indigne notamment, bon, par exemple, rapidement, mettons, on a la police du péril, hein, qui relève du maire, hein, effectivement. L'insalubrité, donc, c'est de la compétence du préfet, donc de l'État. Ensuite, à côté de ça, on a des services habitat qui étaient à la mairie, qui maintenant passent à la métropole et sont dans ce qui complique encore plus les choses, ce qui fait qu'on est en plus dans une phase de transition, hein. Voilà, donc ces services de l'État, eux, sont rattachés à la métropole avec des compétences encore différentes. Et puis, vous avez, si on rajoute aussi la partie sociale, en fait, hein, les politiques sociales de l'habitat, qui relèvent davantage du département, hein. Voilà, donc tous ces acteurs ne se mettent pas autour de la table, y compris au sein même d'une institution comme la métropole. Il faut voir aussi la dimension que ça a. Au sein même de cette institution, souvent les services ont chacun leur propre logique de fonctionnement et ne travaillent pas vraiment ensemble non plus. Donc c'est pas que le fait des collectivités, mais on retrouve aussi, on a parlé de la CAF tout à l'heure, qui a aussi ces mêmes problèmes de fonctionnement interne. Et on est dans des contextes de forte tension parce que limitation des moyens et limitation aussi du personnel, hein. Donc ça, c'est ce qu'on a ressenti aussi beaucoup, hein. Donc on a des politiques qui sont segmentées, hein, de fait, parce qu'on n'a pas fait évoluer les structures pour essayer d'avoir plus d'échanges, donc de transversalité, voilà, entre ces différentes structures. Et la conséquence de ça, Florent Audemont, de ce côté, finalement, alors les expressions sont nombreuses, hein, pour décrire ce côté chacun chez soi et puis on regarde que ce qu'on fait. La conséquence de ça, c'est que finalement les signalements pour insalubrité, les signalements pour indécence ou pour des problèmes plus structurels de péril, ben, ils ne remontent pas ou très peu, ou en tout cas ils arrivent rarement à déboucher sur des travaux entrepris. Oui, non. Moi je suis 100% d'accord avec la difficulté de ce fonctionnement en silo des institutions, et c'est pour ça que j'ai introduit mon propos tout à l'heure par cette préconisation de la rapporteuse de l'ONU, c'est qu'il y a un enjeu de pouvoir public auquel il faut répondre
quel que soit ce jeu de compétences, parce que sinon je peux vous tenir des discours techno sur qui doit faire quoi et comment réformer les institutions. Je pense qu'il faut d'abord ramener à l'enjeu premier, qui est le droit des gens, qui est menacé, auquel il faut pouvoir garantir leurs droits. Effectivement, ce fonctionnement en silo, il a fait beaucoup de mal. Il continue à faire du mal au jour d'aujourd'hui. Le rapport Nicole le donnait, et nous on est obligé aussi de le dire aujourd'hui. Par exemple, services de péril même au sein d'une même collectivité, services de péril et services d'hygiène ont parfois du mal à travailler ensemble, alors qu'on voit bien que le lien il est directement lié. C'est-à-dire qu'une situation d'insalubrité peut déboucher sur du péril. Souvent, là on voit des levées d'arrêté de péril, mais il est fort probable qu'un certain nombre de logements soient insalubres, ou en tout cas très dégradés. Il y a ce jeu de compétences aussi avec les compétences de l'ARS et de l'État, qui sont normalement compétents sur l'insalubrité, qui l'auraient sur le plomb, la CAF sur la non-décence. Et ça commence par une chose toute simple, c'est que, y compris pour savoir exactement l'état des lieux et observer l'habitat indigne, le repérer, dès le repérage, ça dysfonctionne. La loi oblige normalement à la mise en place d'observatoires de l'habitat indigne, et l'outil préconisé pour ça, c'est un logiciel qui s'appelle Orti, qu'aujourd'hui quasiment personne n'utilise. La ville n'utilise pas, la métropole n'utilise pas, l'État a du mal à l'utiliser, la CAF ne l'utilise pas. Chacun, donc c'est fou, moi je trouve ça fou qu'en 2019, à l'ère de l'intelligence artificielle, on a encore des outils informatiques qu'on n'arrive pas à faire discuter entre eux. Et ce qui est révélateur d'un fonctionnement en silo. Mais au-delà de cette question de l'habitat indigne, parce que là vous êtes en train de m'attirer vers le traitement de l'habitat indigne et les arrêtés, les pouvoirs coercitifs, avant ça, il faut se poser la question de comment on en est arrivé à autant d'habitat indigne. Et là on en revient au fonctionnement en silo des pouvoirs publics. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on a un discours très clair. S'il y a un marché locatif, indigne, avec des propriétaires qui ne sont pas incités à faire les travaux parce qu'ils ont une clientèle captive, c'est avant tout parce qu'on manque de logements accessibles. Et nous, on en revient sans arrêt, sans cesse, avec opiniâtreté, à la question notamment du logement social. Et alors, ça peut sembler bizarre sur un truc habitat indigne qui concerne le parc privé que je me mette à parler de logement social. Mais quelque part, on voit bien d'ailleurs le centre-ville, le manque de logements sociaux récurrents. Quand vous avez une population, et c'est le drame de Marseille, quand 25% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, 50% à la Belle de Mai, la Fondation Abbé Pierre, on est à la Belle de Mai, c'est un quartier terriblement marqué par l'habitat indigne, plus du tiers des Marseillais qui vivent à Noailles sous le seuil de pauvreté, et qu'en face de ça, vous n'avez pas de logement accessible. Le choix, à un moment donné, c'est la rue ou le taudis. Et quand on a le taudis, on a tellement peur de se retrouver à la rue qu'on accepte n'importe quelle condition. On n'ose pas faire valoir ses droits parce qu'on a peur auprès de son propriétaire. Et de l'autre côté, vous avez des propriétaires qui, quelque part, pourquoi aller investir dans des travaux quand je sais que j'ai un loyer qui va tomber tous les mois? Parce que la personne ne peut pas aller voir ailleurs. Qu'en plus, le paiement de ce loyer est aux 3/4 garanti par les APL. Donc le risque, il est très faible. Quelle incitation j'ai pour aller rénover ces logements? Donc pour moi, la cause profonde, on en revient à cette question du logement social, où là, de nouveau, on se tourne vers les collectivités qui ont leur rôle pour inciter la production de logement social, et vers le gouvernement qui vient de baisser comme jamais le financement du logement social. Et là aussi, c'est quelque chose que la Fondation Abbé Pierre n'aura de cesse de dénoncer. Très bien. Alors, vous propriétaires, puisque vous avez été mis en cause, et après on verra ensuite, puisque vous avez aussi en charge cette question du logement social et de l'effort. Je reviens encore par rapport à l'État, c'est que l'État, pourquoi le petit propriétaire, aujourd'hui le marché captif du centre-ville est aux mains de beaucoup de marchands de sommeil, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que depuis 72 ans, la politique du gouvernement n'a pas été d'aider le propriétaire, d'aider le propriétaire dans l'ancien. Parce qu'on a donné des prêts pour faire du neuf, on a beaucoup construit à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les gens, surtout les jeunes qui arrivent sur Marseille, c'est des extérieurs, des balcons, ce qui n'est pas possible au centre-ville dans nos constructions actuelles, veulent un garage, ce qui n'est pas possible, un parking, veulent des aménagements qui n'est pas possible de faire dans ces immeubles. Et la fiscalité est telle que, et ça, à l'occasion, vous pouvez venir au syndicat et vous verrez, c'est que les gens qui ont un ou deux appartements ne peuvent pas entreprendre généralement de faire des travaux. Et vous allez me dire, mais ils ont les loyers. Oui, mais ces gens-là ont peut-être des loyers, mais ont généralement des petites retraites à côté, c'est-à-dire qu'ils ont investi dans un ou deux appartements afin d'avoir une retraite complémentaire, donc ils n'ont pas les moyens de faire les travaux, et à un moment donné, ils vendent à ces marchands de sommeil.
Voilà ce qui se passe. Mais la politique incitative dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une série de politiques qui consistent à inciter les propriétaires à faire des travaux, monnayant par exemple le fait que vos loyers sont conventionnés sur 9 ans, enfin sur une durée qui dépend de la subvention. Et il se trouve que dans cet audit dont vous parlez, et dans le centre-ville même en général, ces politiques incitatives ne sont pas suivies par les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas conventionner. Non, c'est pas ça. C'est que c'est extrêmement... Attendez, il y en a quand même des dossiers de conventionnement, parce qu'on en a fait pas mal. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que c'est très complexe. Et quand vous dites de l'ANA, depuis quelques années, les propriétaires, c'est un chemin de croix pour monter un dossier ANA. Ça, il faut y penser. Et pour faire un conventionnement, il faut rentrer. Il y a beaucoup de critères que je n'ai pas en tête maintenant, mais il y en a 7 ou 8 qui sont généralement très difficiles à mettre en place dans ce genre d'immeuble. Donc les gens, à un moment donné, disent « Bon, je ne suis pas en mesure de faire ça, je vends ». Et ils vendent à des gens, je reviens là-dessus. C'est une infime minorité des propriétaires, enfin des marchands, que je peux appeler des marchands de sommeil, mais ce sont ces gens-là qui rachètent ces appartements qui ne sont pas en état, où il faut faire des travaux. Et justement, pour rejoindre monsieur, ces appartements sont loués à des gens qui ne regardent pas et qui, malheureusement, après... Alors, votre président mentionnait, il a fait une conférence de presse quelques mois après la rue d'Aubagne, et il disait... Aussi, ces logements 3 fenêtres en centre-ville, ils ne sont plus adaptés et il faut pour en partie démolir et ne pas avoir peur de démolir les plus anciens. Et c'est votre conviction, il faut arriver à démolir oui, mais il faut que les gens acceptent. C'est autre chose, c'est toute une réflexion qu'il faut faire parce que le 2 fenêtres marseillais avec un escalier où il est impossible de passer un meuble, qu'il faut le passer par les fenêtres, ça existe encore à Marseille. Les 3 fenêtres aussi, parce qu'on dit les 2 fenêtres, mais les 3 fenêtres. Et malheureusement, il faudrait que les gens acceptent, les propriétaires et les copropriétaires, mais c'est toute une réflexion et ce n'est pas du tout évident parce que vous avez fini de payer votre appartement, vous avez pris 20 ans de crédit, puis vous vous retrouvez maintenant on vous dit, écoutez, votre immeuble, l'idéal serait de le démolir pour en reconstruire un dessus. Donc, c'est pas évident. Alors, il y a quelques semaines, la ville a communiqué sur le fait que rue d'Aubagne, juste à côté des 63, 65, 67, aujourd'hui disparus, elle allait faire de l'acquisition foncière et de la maîtrise foncière, on dit. C'est le langage technocratique pour dire on va acheter. Et c'était fait au nom d'un projet, un projet urbain, un projet urbanistique, je ne sais pas quel était l'adjectif, qui pour l'instant n'a toujours pas été communiqué. Alors qu'est-ce que vous allez faire à cet endroit-là, en haut de la rue d'Aubagne, en plein cœur de ce Marseille populaire? Et tout le monde a peur, malheureusement, que ce soit la logique de la table rase et qu'on détruise ces éléments de patrimoine, parce que c'est aussi des éléments de patrimoine, pour faire autre chose à la place. Alors quel est le projet? Il n'y a pas de projet, Benoît Gilles. Il y a un constat qui a été fait par les experts mandaté, le CSTB, qui a étudié le périmètre, qui était mandaté pour ça. On devait avoir une armée, on en a eu 5, ça a été dit. Ils ont passé le temps qu'il a fallu pour dire si les conditions étaient requises pour la réintégration des familles ou non. Donc, comme le sujet est suffisamment grave, moi, je ne m'étonne pas qu'ils aient pris le temps de l'expertise. Leur expertise est très claire, ça a été mentionné par quelqu'un tout à l'heure. Le rapport a été mis en ligne sur le site de la ville. Il préconise que sur les immeubles situés entre le 61, donc jusqu'au 83, la situation des immeubles est très préoccupante et il pense qu'une intervention en travaux risquerait de générer un effondrement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas intervenir et que le propriétaire, même s'il veut intervenir là, il y a un risque d'effondrement du bâti. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont ces experts qui le disent. Donc, que fait la ville? Elle dit qu'il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est on va lancer une procédure d'appropriation publique, on va se mettre en contact avec les propriétaires pour leur dire on va racheter votre bien
parce qu'il est trop dangereux et que de toute façon, on nous explique que intervenir dessus n'est pas la solution. Donc la solution pour vous, c'est effectivement de vendre à la puissance publique votre bien. C'est ça l'idée. C'est pas, il y a un danger avéré qui est circonscrit dans un rapport d'experts qui dit on ne peut pas intervenir sur ces immeubles sans un risque d'effondrement. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Attendre que ça s'effondre. Je prends le terme parce qu'il n'y a pas de projet pour le moment. Parce que ce projet, non, c'est dans le cadre d'un projet global sur Noailles et le centre-ville qu'on va bâtir et qui va être bâti, mais qui n'est pas fait. Qui n'est pas fait, vous le comprenez bien. Il ne peut pas être fait aujourd'hui. Ce qui est fait aujourd'hui et qui est lancé. Et ça me permet de rebondir sur les propos de Mme Zitouni qui dit bien qu'aujourd'hui, il faut le comprendre, si vous voulez, c'est difficile à comprendre, c'est ce que nous, élus, on vit au quotidien, c'est que la ville de Marseille n'a plus les pouvoirs, la compétence en matière d'habitat, c'est la métropole qui l'a. Voilà, ça c'est la réalité. Quand Madame Zitouni vous le dit, vous ne dites rien. Quand c'est moi qui vous le dis, vous mettez à hurler. C'est la réalité. Voilà, c'est juste la réalité. Ce qui tombe bien, c'est que vous êtes à la fois l'élu au logement de la ville et la vice-présidente au logement. Que fait la métropole maintenant sur les... Alors, ce qui veut dire que la métropole, aujourd'hui, elle a 2 ans et demi. Hein, voilà. Il faut qu'elle se constitue, il faut qu'elle fasse ses services, qu'elle mette l'administration en place. Oui, c'est comme ça. Non, mais c'est... Non, oui. Mais madame... Non, s'il vous plaît. Bon, alors... Mais non, mais je vous ai... On essaie... Où est-ce qu'on essaie... Non. Moi, je suis venue là, parce qu'on m'a dit qu'on voulait parler de ce qu'allait devenir, qu'est-ce qu'on allait faire, comment se projeter ensemble. Pour se projeter ensemble, madame, il faut qu'on ait tous les uns et les autres la même connaissance de la réalité, de ce qu'on peut faire. De ce qu'on peut faire. Alors moi, madame, pour vous répondre, madame, pardon. Oui. Non, mais évitez de rentrer dans l'interlocution parce que c'est un peu plus. Pour vous répondre, madame, mon seul souci, c'est de m'occuper des familles qui sont évacuées. C'est mon seul souci. Depuis 6 mois. Madame, c'est mon seul souci. Je ne vais pas faire un débat avec vous uniquement, je vous réponds. Ça. Et je suis en lien, et ça c'est pour Marie... qui est là, Batou, je suis en lien avec les associations, elle peut pas me dire le contraire. Je suis particulièrement investie de façon régulière auprès des associations pour discuter avec elles, proposer, voir ce qu'ils remontent du terrain, que je n'ai pas moi comme information et que eux ont parce qu'ils sont aussi au plus près des habitants. Et pour trouver des solutions qui soient le plus conformes à ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Voilà. Alors madame, on a aujourd'hui... S'il vous plaît. Je vous en prie, mais on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure à la sortie, volontiers ensemble, mais je crois que pour avancer, il faut qu'on ait tous très simplement la réalité de la situation des institutions qui sont aujourd'hui en charge de la compétence habitat et qui peuvent nous aider collectivement à trouver des solutions. Une des solutions, et Florent le dit, c'est le discours récurrent de la Fondation, c'est il faut plus de logements sociaux, il en faudrait plus. Mais il en faudrait plus pour tout le monde. Pour tout le monde, il en faudrait plus. Et je suis la première à le dire. La première à essayer de me battre pour augmenter la production de logements. Aujourd'hui, moi, j'ai un engagement municipal que je tiens rigoureusement et qui fait qu'on a un rythme de production de logements de 1500 logements sociaux. Par an, c'est pas assez. J'espère qu'on fera plus. Je le souhaite vivement. Je mets tout en œuvre. Et j'ai une responsabilité qui est celle d'élaborer le plan local de l'habitat métropolitain qui va être proposé la semaine prochaine au Conseil métropolitain, qui est le cadre, je vous dis les choses, le cadre juridique qui va lier la métropole dans un engagement de production de logements global, privé, libre et du logement social, et qui s'appuie sur la vision qu'a la métropole de l'habitat sur le territoire métropolitain concernant les 92 communes de la métropole. Alors,
Bon, effectivement, on Alors, va avoir le temps de développer. Juste une autre question, un autre sujet qui est complètement lié et qui vient en rebond de ce que dit le représentant des propriétaires et de ce que disait Florent Houdemont. Le logement social, il n'y a pas assez de logement social dans le centre-ville. Ça a été un questionnement depuis le temps que je travaille sur cette délégation, et vous le savez très bien. Pourquoi on n'est pas arrivé? J'ai cru voir des collègues élus de l'opposition qui sont là. J'étais élue dans la mairie du 1-7. Et à tous les conseils d'arrondissement, le sujet était comment on fait pour justement redresser l'habitat indigne. Il y a des cas incroyables. La solution, c'est effectivement de transformer ce parc privé en parc social, de faire en sorte que des bailleurs s'investissent dans le centre-ville, achètent des immeubles. Quand on a des bailleurs, on pense qu'on peut avoir une gestion plus rigoureuse et moins problématique que celle des copropriétés, où c'est extrêmement compliqué de faire avancer les choses. Il y a des règles de majorité, ils n'arrivent pas à voter les travaux, bref, les situations s'enquissent et on arrive à des situations déplorables. Un bailleur social, il a plus de moyens pour pouvoir assurer une gestion saine, et en plus, il peut offrir des logements qui correspondent aux besoins. Alors pourquoi on n'a pas réussi à... Parce que ça coûte une fortune. Tous les bailleurs sociaux vous le diront. Investir dans le centre-ville, ça veut dire envisager des réhabilitations. Des réhabilitations, ça coûte un œil, comme on dit à Marseille. Et pour les bailleurs sociaux, aujourd'hui, qui sont étranglés par l'État qui leur prive de moyens, c'est juste un problème économique qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Ce n'est pas une absence de volonté de leur part. Certains s'y sont pliés à l'exercice, et je pense notamment à un bailleur qui a essayé de le faire rue Abadi et qui a mis 10 ans pour le faire. Oui, voilà. C'est un cas très très particulier. Mais ça existe. Oui, on est au panier. Florent Houdemont, peut-être sur cette question, mais on reviendra sur cette question du logement social un peu après. On va faire un tour de table et ensuite on pourra entrer plus dans une interlocution, puisque je sens que la salle bout d'échanger directement. Mais on va continuer un petit peu et développer sur cette question du logement social. Madame Fructus dit qu'il y a des efforts à faire, mais ces efforts-là, est-ce qu'ils ne nous amènent pas tout droit à la carence, c'est-à-dire au fait qu'on ne fait pas assez de logements sociaux adaptés à la population de Marseille, c'est-à-dire des logements très sociaux, ce qui est une vraie problématique de la ville. Alors, ça c'est clair, vous savez, c'est compliqué, c'est technique. Hein. On va rentrer dans les sigles, je m'en excuse à l'avance. Le logement social, en fait, il y a des catégories. Et ce qu'on appelle le logement très social, c'est le PLAI. Il se trouve que les 3/4, 74% je crois, dit la métropole, des demandeurs à Marseille sont sous les plafonds de ressources de PLAI. Donc c'est les Marseillais les plus pauvres qui veulent du logement très social. Et on produit à peu près 16% du parc, si ma mémoire est bonne, en PLAI. Donc on voit que ce n'est pas assez. Effectivement, donc non seulement on manque de logements sociaux, mais on manque, et notamment en centre-ville, mais on manque aussi de logements très sociaux. Donc là, évidemment, de nouveau, on se tourne, nous, Fondation Abbé Pierre, vers les pouvoirs publics et l'ensemble, parce que je pointe que le gouvernement se retire du logement social, sur cette production de logement social. Et je pense qu'on a un problème particulier en région ici, j'élargis à Marseille, mais c'est le cas à Marseille, d'un égoïsme territorial. Parce qu'on est malheureusement dans une région il faut s'en souvenir, la région, la deuxième la plus chère de province. Moi, j'aime rappeler que le taux d'effort des ménages, c'est-à-dire que la part que les ménages doivent consacrer pour payer leur logement, elle est plus élevée dans les Alpes-Maritimes qu'à Paris. On dit toujours à Paris comment on fait pour s'y loger. C'est plus difficile pour quelqu'un qui vit dans les Alpes-Maritimes de se loger qu'un Parisien, parce que les loyers sont à peine moins chers, mais les revenus sont beaucoup plus bas. Donc on a un vrai souci là-dessus. Et ici, sur cette métropole, moi je suis désolé, mais c'est l'inégalité territoriale qui règne. Infra-Marseille, puisqu'on voit bien que, grosso modo, on a énormément de logements sociaux dans les quartiers nord, il en manque dans le centre-ville, et je ne vous parle pas du 8e arrondissement, mais même à l'échelle de la métropole, où nous, on dénonce depuis des années aussi, c'était un des derniers combats de l'abbé Pierre, donc ça nous tient particulièrement à cœur, le respect de la loi SRU. Et ici, parce qu'il n'y a pas que Marseille, on parle de la métropole, on a un certain nombre d'égoïsmes autour de mairies qui ne font pas, qui n'ont pas fait pendant des années les efforts suffisants pour produire le logement social et sont très très loin, sont carencés en termes de respect de la loi SRU. Et là, c'est un vrai problème. Et qui se surajoute sur la construction même de la métropole, et je suis désolé, je vais être technique et techno, hein, mais moi je vous invite à lire le rapport très compliqué et technique du préfet d'Artoux sur une fusion possible métropole-ville aussi. Mais c'est que ici on a même des règles budgétaires à l'intérieur de la métropole
très différente de ce qui se passe sur d'autres territoires. C'est les compensations, c'est-à-dire c'est l'argent touché par la métropole qu'elle reverse aux communes. Ici, c'est les 2/3 de son budget réel de fonctionnement qui est reversé par la métropole aux communes. Donc on n'organise pas les moyens d'un vrai projet métropolitain et d'une solidarité territoriale. Sur la métropole bordelaise, ils sont à 0% là-dessus. Donc vous vous rendez compte, quand on a un certain nombre de maires qui sont dans l'égoïsme et refusent d'appliquer la loi SRU et de faire du logement social, et une métropole qui est bâtie sur ces histoires de budgétaire, pour que la ville-centre, la plus pauvre, qui a toutes les charges de centralité, l'hôpital, les transports, le stade de foot, etc., n'ait pas les moyens d'entretenir ses écoles et de rénover le logement et de produire le logement social. Donc je suis désolé, je sors un peu de l'habitat indigne, mais c'est un vrai sujet, parce que pour traiter l'habitat indigne, il faut produire du logement social suffisant en centre-ville. Je suis d'accord avec Madame Fructus, ça coûte cher. Je tiens à le dire, Madame Fructus, depuis des années, est plutôt une élue qui a été volontaire sur ce sujet. Nous, ce qu'on dénonce à la Fondation Abbé Pierre, c'est l'ensemble des pouvoirs publics, et notamment, c'est vrai, la ville, la métropole, etc., mais derrière un gouvernement qui tape dans les aides, etc., et qui ne permettent pas de produire suffisamment de logement social là où on en a besoin. Alors, vous aurez le temps de répondre, et puis parce que je pense que l'échange avec la salle est important, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Madame Zitouni, juste avant de passer à cette période d'échange avec la salle, on a parlé à un moment donné, on parle de sigles, hein, mais la politique qui est mise en œuvre pour mettre fin à l'habitat indigne, hein, là aussi il y a des sigles, elle dit aussi des choses, et elle a un effet aussi sur la valorisation derrière qui peut être faite. Hein, c'est-à-dire, on peut mettre en œuvre des politiques qui ont aussi un effet sur l'embourgeoisement ou pas du quartier. Est-ce que sur ces questions de dispositifs, vous pouvez faire un tout petit aperçu technique, mais Pardon, j'ai oublié. Oui, en partant d'un constat. On partait d'un constat qui... Plus près de votre bouche le micro, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour définir, il y a ce qu'on appelle les politiques incitatives, hein, et puis les politiques un peu coercitives. Voilà, il y a des facteurs de blocage de certaines procédures, hein, qu'on n'utilise pas. Et notamment, il y a un facteur de blocage qui est la sous-utilisation des procédures coercitives en matière d'insalubrité, je pense. En regardant, enfin, je pense qu'il est important, si on veut faire un diagnostic un peu des outils qu'on a utilisés ou des politiques qu'on a menées, il faut se reporter un peu en arrière, en fait, sur ce qui a été fait au cours des années précédentes. Et là, on voit que systématiquement, ces procédures coercitives, comme donc en matière de les arrêtés d'insalubrité ou même de péril ou autres, ont été très peu utilisées. Et quand elles sont utilisées, elles ne sont jamais menées à leur terme. Alors il y a des différents obstacles effectivement importants. C'est des procédures très lourdes et très complexes. Et finalement, on choisit. Enfin, il y a systématiquement, on choisit d'autres procédures. Notamment ce qu'on a beaucoup employé à la mairie de Marseille au cours des années, c'est ce qu'on appelle la restauration immobilière, les opérations de restauration immobilière, qui sont, alors pour diverses raisons qui peuvent être plus ou moins bonnes, hein, mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas besoin de passer par un arrêté d'insalubrité qui de plus dépend du préfet. D'autre part, ce sont des procédures, donc on va directement faire une déclaration d'utilité publique de travaux, hein, qui aboutit à des travaux, un programme de travaux qu'on va imposer aux propriétaires. Et si ces propriétaires ne veulent pas ou ne peuvent pas réaliser les travaux, ça peut amener à une expropriation. De manière générale, on n'aboutit jamais ou très rarement à l'expropriation parce que le propriétaire qui ne peut pas faire les travaux va vendre avant. Et ce sont des. Alors l'intérêt que ça a pour la mairie ou pour les institutions, c'est que ça permet d'imposer des travaux qui vont beaucoup plus loin que les travaux de sortie d'insalubrité dont on a vu qui souvent c'était un peu bâclé et qu'on remédiait en urgence à minima, hein, à ce qu'il fallait faire. Donc là, ça inclut l'insalubrité, mais on peut aller plus loin, hein, et faire des travaux plus complets. Et du coup, c'est quelque chose qui va fortement
revaloriser le patrimoine, hein, surtout quand les logements sont rachetés par des investisseurs. Et donc c'était un peu l'objectif de la ville dans les précédentes opérations, c'était de pouvoir que le privé se réinvestisse, hein, dans la réhabilitation de ces quartiers, hein, à travers ces procédures. Or, on sait que si elles sont mal maîtrisées, eh bien, ces procédures risquent de conduire à terme, hein, à une évolution des prix de l'immobilier dans ces quartiers, à une éviction des habitants qui sont les plus précaires, hein, en fait. Donc, il y a quand même tout ce mécanisme qu'il faut que la métropole, d'ailleurs, dans le programme qui a été annoncé, a annoncé qu'elle allait utiliser encore ces procédures-là, y compris à Noailles ou dans le grand centre-ville, en fait. Donc ça peut être intéressant éventuellement de les utiliser. Par contre, il faudra être en même temps très attentif à quelle va être la place des habitants, hein, dans ces procédures-là et comment on peut éviter cette hausse des prix, hein, peut-être justement par le biais du logement social. Sur le logement social, je voulais rajouter aussi une chose. Le paradoxe, c'est que en principe, on ne peut pas, comme les zones de centre-ville sont en quartier prioritaire de la politique de la ville, normalement on n'a pas le droit, sauf dérogation, de construire du logement social. Non, mais sauf que les dérogations voilà. on peut les obtenir, hein, et notamment s'il y a de l'habitat indigne, ce qui permet, ce qui retourne. Tout à fait, mais c'est quand même un peu. Oui, c'est un paradoxe, et je le reconnais. Mais vous l'avez dit plusieurs fois, mais il se trouve que je me suis renseigné, et que j'ai fait un papier là-dessus, et que j'ai vérifié effectivement très très clairement, il est fait, sauf en cas de copropriété dégradée et donc là, on est en centre-ville et on en reviendra. J'ai même directement discuté avec le préfet d'Artoux, mais c'était une très bonne, comment dire, passe à la salle, parce que je pense que Madame Fructus aura l'occasion de détailler ce que vient de dire Madame Zitouni sur l'ensemble des politiques mises en œuvre. Alors voilà, une forêt de doigts qui se lève, forêt pas tout à fait, un peu clairsemée, mais quand même. Alors, les deux personnes qui doivent être en charge, alors... Fatih Bora, il était le premier à lever, mais c'est pas grave. Allez, passons par la dame d'abord, là, et puis c'est pas grave. Allez. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, quelqu'un nous a fait la réflexion qu'on ne se présentait pas, donc je suis Patou Rahal du collectif Panier en colère. Moi, donc, du coup, je ne vais pas parler de la rue d'Aubagne, mais je vais prendre l'exemple typique du Panier, où ce ne sont pas des immeubles qui étaient insalubres, en fait, si, ils appartiennent à la ville de Marseille. Non, nous, c'est complexe par rapport à la rue d'Aubagne et par rapport au reste de la ville. Nous avons un bâtiment, alors je prends le numéro 6, qui est abandonné, fermé depuis 10, 15, 20 ans, qui a été laissé pourrir, on va dire, on va parler comme ça, et on vient de virer le 4 et le 2. Mais le 4 et le 2 avaient été refaits. Ils sont top. Les loyers, effectivement, multipliés par 10 au Panier, parce qu'il fallait payer la rénovation par les propriétaires, les pauvres, ils avaient acheté ça cher. Donc là, le problème, il est que c'est la ville, là, directement. On a mis des gens dehors, mais à cause d'un bâtiment de la ville de Marseille qui est pourri. Et on a ça dans plusieurs rues. Donc là, c'était ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que c'est pas un immeuble insalubre où on a viré des gens. On a viré des gens de leur immeuble très propre et très refait à neuf. Et que va-t-on faire de ces bâtiments qui pourrissent depuis déjà plusieurs années? Alors, Madame Fructus, est-ce qu'il y a eu un inventaire, je rebondis, est-ce qu'il y a eu un inventaire des propriétés municipales qui sont aujourd'hui menacées en ruine, et à combien on peut évaluer ces immeubles-là? Alors, globalement, la réponse que je peux apporter, c'est de vous dire que si la ville détient des biens, comme celui auquel vous faites allusion, au Panier, c'est la plupart du temps dans le cadre de la mise en œuvre, justement, de sa politique de lutte contre l'habitat indigne, qu'elle s'est rendue propriétaire forcément de biens qui sont en très mauvais état. Parce qu'on les... Voilà. Et donc, un projet de réhabilitation doit être en cours. Je ne connais pas le cas de celle-là, je ne peux pas vous répondre. Mais globalement, c'est ça. Et il y a un état des lieux qui est en train d'être fait. Et la métropole a mandaté ces deux concessionnaires
pour travailler sur une centaine d'immeubles supplémentaires. Qui sont propriétés municipales. Qui sont propriétés municipales. Donc ce chiffre-là, et ce chiffre-là est apparu dans un... Ah ben non, pas qui sont pas que propriétés municipales. Ah, évidemment, en priorité sur ceux qui sont municipaux, mais si on a d'autres qui viennent gonfler le chiffre, et on y va aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est que on pourrait s'attendre à ce qu'on puisse avoir un chiffre. Un chiffre. Ah oui, oui. mais combien il y a vous aurez un chiffre. On aura un chiffre. Connaissant votre. Oui, on l'aura, mais pour votre l'instant on le cherche. pugnacité, vous l'aurez. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que là, déjà, il y a 50 immeubles qui ont été donnés en concession à Marseille Habitat, 50 immeubles à Urbanis, en plus de ceux sur lesquels ils ont travaillé, ils continuent à travailler, pour intervenir sur l'habitat indigne. Oui. Et il y a, pour vous rassurer, sur la volonté de la métropole et de la ville de Marseille de faire du logement social dans le centre-ville, l'opérateur que vous connaissez bien, qui est 13H, qui est donc un bailleur social, qui s'est vu confier la mission de redresser 10 immeubles. D'accord. Voilà. Juste pour revenir, ce chiffre de 100 immeubles est apparu dans une délibération, 100 immeubles publics, dans une délibération de la métropole, mais on n'a jamais réussi. Il a disparu ensuite, quand on a posé des questions. Non, peut-être propriété publique, mais c'est plus général, etc. Donc on ne sait pas. Je pense que ce chiffre existe, Madame Fructus. Il doit y avoir un tableau avec clairement nombre d'immeubles prévus et leur état, et je pense que vous avez dû faire l'inventaire depuis. Marie Batou, vous souhaitiez réagir avant de repasser à la salle? Vous m'avez fait signe. Oui, parce que c'est assez symptomatique. Moi, je ne crois pas que la situation du panier soit différente de celle de Noailles ou autre. Personnellement, j'ai été évacuée pendant 3 mois parce qu'à côté de chez moi, la mairie a décidé de déconstruire 2 immeubles, dont un dont elle était propriétaire de moitié. Depuis 2012, il y avait un arrêté de péril. Et à chaque fois que nous, en tant que voisins, on posait des questions, on nous disait « Non, mais c'est trop compliqué. On essaye de racheter, mais c'est trop compliqué. Il y a trop de monde. On n'arrive pas à racheter. » Au final, quand sort l'arrêté de péril, on découvre qu'il y a 5 autres propriétaires. Ça reste relativement raisonnable, quand même. Et que la Soleam est propriétaire de moitié et a acheté un appartement dans l'immeuble adjacent qui, visiblement, est celui qui est problématique. Donc, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est quand même pourquoi est-ce que la Soleam n'inspecte pas l'immeuble quand elle investit, y compris aujourd'hui quand on nous parle de solutions, parce que si c'est ça les solutions dont on cherche, aujourd'hui les solutions sur le permis de louer par exemple ne traitent finalement pas de la question de la structure de l'immeuble, c'est-à-dire que quand on achète un appartement, on vérifie pas l'état des caves, est-ce que les caves sont inondées, est-ce que voilà, la question essentielle de la structure des immeubles aujourd'hui et de l'inspection de l'ensemble des immeubles, elle est pas faite visiblement, parce qu'autrement on ne découvre pas en fin janvier que d'un coup un immeuble dans lequel on a acheté un appartement il y a quelques mois est vraiment très très problématique et qu'il faut absolument le détruire. L'autre, ou alors on a fait un investissement quand même qui est assez mauvais. J'avais un autre truc à ajouter, mais oui, la question de l'audit de Castaner. Nous, on aimerait bien quand même savoir où est-ce qu'il en est cet audit de Castaner. Il avait annoncé, Monsieur Castaner, Monsieur Castaner, s'il vous plaît, pardon. Tu m'as dit quoi ? 4000 immeubles. Voilà, il avait annoncé une inspection à minima de 4000 immeubles. Ça, c'est quand même un moyen, on peut le reconnaître, de faire un premier état des lieux et de commencer à regarder l'état réel des immeubles. Alors, si je me souviens bien, il y avait une inspection extérieure avant de rentrer dans les immeubles. C'était quand même un premier pas. Aujourd'hui, 6 mois après, on n'en entend plus parler et c'est quand même inquiétant. Si on veut effectivement avancer de manière effective, travaillons concrètement sur des audits. Bon, sur ce point, j'ai quelque chose juste sur l'audit. Oui, assez court, Madame Fructus, parce qu'il y a des choses avec ça. Je vais essayer de faire le plus court possible. Donc, pour l'audit, la question est venue de l'annonce de M. Castaner sur le soir du 5 novembre.
il a annoncé brutalement 4 000. Et plus personne n'a repris ce chiffre après. Hein. Voilà. Nous travaillons avec les services de l'État à la mise en place effectivement des conditions de réalisation d'un audit. Et tout ça doit être fait à la fin du premier semestre. Donc on va y arriver. Sur combien de... Combien d'immeubles ? L'idée, c'est de travailler sur la méthodologie, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le diagnostic qu'on veut porter, quel est l'audit, la nature de l'audit qui doit être efficace. Et nous avons, dans le cadre de la charte partenariale qui a été signée avec les propriétaires privés, obtenu l'engagement des syndics d'immeubles et des administrateurs de biens comme des propriétaires privés d'inciter les propriétaires à faire des audits parce que ça arrangerait vraiment les choses s'ils se prenaient en main et qu'ils avaient conscience qu'eux-mêmes pourraient réaliser un audit préalable de leurs biens de façon à pouvoir faire les travaux nécessaires s'ils s'imposent. Donc pas de chiffre pour l'instant, pas 4000 ni 400. Non, mais il faut demander à M. Castaner la prochaine fois qu'il vient. Alors, une question dans la salle, Fatih Bouaroua, et puis peut-être, je vois des mains au fond. Là. Oui, rapidement. On est dans une situation exceptionnelle, du jamais vu dans Marseille, tout le monde le reconnaît, les élus, vous-même, vous le dites. Et le problème, c'est que les moyens qui sont développés sont des moyens de type traditionnel. Et le budget des 600 000 euros qui nous sont annoncés, c'était un budget qu'on connaissait déjà bien avant. 600 millions d'euros, pardon, était déjà annoncé avant. Et donc, du coup, on se demande, mais comment se fait-il qu'on gère une crise aussi grave pour notre ville avec des moyens aussi ridicules et que toutes les collectivités locales se sont cachées dans leurs petits doigts, certains disant « Ah, mais la loi NOTRe ne me permet plus d'intervenir sur l'habitat ». C'est la région. C'est la région. C'est la région. Le département n'a rien modifié dans son FSL pour pouvoir apporter de nouvelles aides et des aides exceptionnelles. On est vraiment dans une situation comme si on sortait d'un tremblement de terre. Et pourquoi il n'y a pas d'aide exceptionnelle ? Et même, je dirais, une dernière question. Comment se fait-il que dans cette ville où on est là, il y a une troisième ville dans notre ville, puisque la troisième ville du département, c'est la ville du logement indigne de Marseille, plus que 100 000 habitants, ça fait la troisième ville de notre département. Comment se fait-il que les élus qui ont été pris la main dans le pot de pourriture n'ont pas démissionné ou n'ont pas été poussés à démissionner? L'exemplarité, et encore, ceux-là, on les a bien mis coincés, mais est-ce qu'il ne pourrait pas être possible que les élus marseillais du département, de la région et de la métropole puissent déclarer publiquement leur patrimoine immobilier, le leur ou celui de leur famille, pour qu'on puisse vérifier que, au moins, eux sont exemplaires? Madame Frugis va répondre et puis on va prendre d'autres questions et essayer de faire court. Je sais que c'est difficile. C'est difficile de faire court parce que vraiment c'est tellement... Fatih Bouara, sur l'interpellation des élus, je pense que chacun agit selon sa conscience. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je me suis exprimée comme ça. Moi, ma conscience, elle est différente. Eux, ils ont la leur. Voilà. Vous les interpellerez directement, ils vous répondront directement. Voilà, ça c'est certain. Maintenant, pour la mobilisation des moyens, et c'est là où, si vous voulez, il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Là, aujourd'hui, on voit bien que c'est quand je l'ai dit en préambule, vous avez tous réagi, mais c'est un sujet qui mérite que l'État s'engage différemment. Et c'est pas ce gouvernement, il y a, à mon sens, vraiment eu, de la part des différents gouvernements, un espèce de déni par rapport à la situation de l'habitat privé. Ça n'était pas dans leur champ de vision. On travaillait, on annonçait de la production de logements sociaux, on annonçait des programmes de rénovation urbaine sur du parc social
privé, du parc social plutôt, mais sur le parc privé, rien d'effectif, pas une réflexion sur une réorganisation potentielle, sur qui fait quoi, quels moyens on met, etc. Et aujourd'hui, on est dans une situation telle où, effectivement, quand on fait des annonces sur des moyens d'intervention, elles peuvent paraître tout à fait dérisoires par rapport à l'immensité du travail qu'on a à faire ensemble. Voilà, pour redresser ce parc. Et tout le monde a sa part de responsabilité. La mobilisation aujourd'hui de la métropole avec l'État. Moi, je salue quand même l'engagement de Julien Denormandie. Il essaie de faire vraiment avancer les choses. Il est en soutien de la métropole là-dessus, mais il voit bien, pour qu'on en discute, que c'est un problème qui se répercute dans toutes les villes. Donc, c'est un problème national. Donc, le logement doit être, et je rejoins la Fondation Abbé Pierre, au cœur de l'engagement national de l'État. Absolument. C'est une priorité. Ça n'a jamais été une priorité. Alors, voilà. Ok. Nous, on avait fait nos petits calculs et c'est peut-être si ces 600 millions étaient déjà annoncés, mais quand on faisait la répartition par année des efforts faits pour le logement indigne, on était autour de 3 millions d'argent public municipal qui était dépensé. Si, tout à fait. C'est les 200 millions. On vous enverra le lien. Vous pourrez le voir. Non, mais vraiment, on a fait ce calcul. Juste 3 millions par an. Par an. 3 millions par an pour le logement indigne. Non, 3 millions par an pour le logement indigne à Marseille. Voilà. Après, on peut tirer les conclusions qu'on veut de ce chiffre. Il y avait des interventions. Oui. Alors, je vais être rapide. Voilà, pour dire qu'effectivement, en tant que citoyen, ce qu'on peut constater déjà, c'est que l'émotion, elle est encore là, Madame Fructus. La situation n'est pas apaisée, et elle n'est pas loin d'être apaisée, même si on contient effectivement la colère. Mais être noyé d'informations, ça apaise pas plus, parce qu'effectivement, on constate que à la fois le travail des journalistes ou à la fois votre travail d'élu consiste, en tout cas moi là, je ressors de cette réunion. J'ai pas de réponse et j'ai l'impression excusez-moi, mais laissez-moi terminer. Voilà. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est tortueux, mais qu'en même temps, personne ne veut prendre sa part de responsabilité. On parle de volonté, en tout cas quand on va sur un mandat, quand vous êtes dans les campagnes électorales, vous allez sur le terrain. Donc, pour ceux qui font les porte-à-porte, vous allez faire les porte-à-porte. Donc, vous voyez les situations, vous ne les constatez pas là maintenant. Alors, à moins que quand vous faites vos campagnes, vous serrez les mains, et une fois la porte qu'elle est fermée, vous avez votre bulletin de vote et vous arrêtez là. Mais quand même, je veux dire, quand on est sur le terrain, on les voit, les situations. Donc, ça, vous savez y aller sur le terrain, mais que quand ça vous arrange. Bon, moi, je vous conseille, effectivement, maintenant que vous êtes en marche, de continuer, effectivement, à aller sur le terrain, et effectivement, de prendre acte des situations, parce que la volonté politique, vous l'avez. Moi, je me souviens quand même de la rue de la République. Et je sais comment ils ont déplacé certaines populations à ce niveau-là. Et quand il y a eu des fonds de pension américains, ça a été très vite. Donc, je ne peux pas entendre là aujourd'hui, parce que effectivement, les projets qui se font, effectivement, on peut constater aujourd'hui que la rue de la République, c'est une rue morte, parce que ça a été fait sans les habitants. Vous avez dénaturé cette rue, comme vous aviez l'intention également de le faire à Noailles. Il y a un patrimoine immatériel comme il y a un patrimoine matériel. Il faut le faire avec les citoyens. Et ça, vous ne pouvez pas le faire uniquement sur le temps des campagnes électorales. Je sens qu'effectivement, on va rentrer dans le temps d'une campagne électorale et que ce sujet-là de l'habitat indigne, il ne faut pas qu'il fasse juste les 6 mois, là, les 10 mois là, qui vont être juste avant la campagne électorale. Effectivement, ça va être sur un temps long, mais moi, je voudrais savoir, effectivement, la responsabilité pénale. Quelle est la responsabilité pénale d'un élu? Que ceux qui s'engagent là sur les campagnes à venir soient conscients également de ce que va être leur responsabilité. Et que là, on ait des réponses avant les prochaines échéances. On va enchaîner peut-être 2 ou 3 questions de suite pour qu'on puisse... Oui, alors moi je voulais... je m'inscris un petit peu dans la lignée de la dame à côté de moi. Aujourd'hui, vous représentez la mairie, Madame Fructus, vous représentez peut-être la métropole, mais que je sache,
c'est M. Xavier Méry qui a aujourd'hui en charge de l'habitat, et de monter cette grosse machine qui va piloter ces 600 millions d'euros. M. Xavier Méry ne nous a toujours pas reçus. Moi, je fais partie du Conseil citoyen du 1er 6e arrondissement. On a convoqué la métropole à plusieurs reprises pour la charte citoyenne des délogés. Apparemment, ils ne souhaitent pas fonctionner avec nous. Ils ont fait avec Madame Vassal des assises citoyennes qui, pour moi, n'avaient que le nom de citoyennes, puisque la société civile n'a jamais pu s'exprimer. Donc, aujourd'hui, on a une métropole qui, pour moi, est absente. Excusez-moi, vous ne la représentez pas aujourd'hui, vous représentez la mairie, qui va avoir toutes les compétences en matière d'habitat et qui va piloter ce fameux programme de 600 millions d'euros. Aujourd'hui, on a un PLH qu'on ne sait pas à la hauteur, puisque en termes de réhabilitation, etc., au niveau des logements sociaux qui doivent être produits, à notre sens, bien sûr, au niveau du centre-ville, nous ne sommes pas à la hauteur sur les chiffres. Bon, il est très flou, il est très difficile à comprendre, et ce manque d'information est quand même patent depuis la crise. Mais quand on n'a pas... On m'a dit une fois à la mairie que quand les choses fonctionnent mal, on ne communique pas. Et je pense qu'on est dans une situation comme ça aujourd'hui. On a du mal à donner des vrais chiffres sur les réhabilitations, par exemple. Sur ces questions de démolition, reconstruction également. Moi, vous avez parlé tout à l'heure de l'expertise de la rue d'Aubagne. Je l'ai bien lu. Elle ne parle pas de démolition, comme vous le dites. Elle parle de maîtrise foncière. Enfin, elle parle de bâtiments. Je ne vous ai pas parlé de démolition, moi. Ah bah si, vous l'avez dit clairement. Non, j'ai dit d'appropriation publique, c'est pas pareil. Si, vous en avez parlé. Et ça me choque tout particulièrement. Parce que donc il y a ces questions effectivement de maîtrise foncière de cet immeuble à la suite du 63-65 rue d'Aubagne. Vous en avez parlé jusqu'au 83. L'expertise dit qu'il y a des bâtiments qui vont pouvoir être réhabilités, d'autres qui seront dans un état tel que peut-être la solution de la démolition sera envisageable, mais absolument pas de la démolition de l'ensemble de ce secteur. Et pour revenir, donc, je m'embrouille peut-être un petit peu, je vais essayer d'être synthétique. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que la métropole soit présente dans le dialogue avec les citoyens. Elle ne l'est pas. Pour moi, la métropole, elle va avoir toutes les compétences en matière d'habitat. Il n'y a aucun relais au niveau de la société civile qui se met en place. Et j'en parle parce que je fais partie du Conseil citoyen, que nous avons écrit un paquet de courriers, que nous les avons interpellés un grand paquet de fois, nous n'avons même pas eu droit à une réponse. Et que nous avons vu, que ce soit sur les assises de l'habitat, que ce soit sur le projet espace public, la façon dont la métropole menait les concertations, c'est-à-dire une concertation entre elles, avec ces organismes parapublics et qui se prétendent de la société civile. Et là, nous avons un vrai problème, et je pense que c'est ça le fond du problème. Au mois de juin, normalement, d'après ce que j'ai compris, nous avons le PPA, le projet partenarial d'aménagement, qui va être signé, qui coordonne justement les différentes collectivités dans les futures actions publiques. Où sont les citoyens là-dedans? Voilà. Bon, la question est claire. Où sont les citoyens là-dedans? Une dernière, vraiment très courte alors, parce que là, ça faisait Oui, mais justement, je voulais réagir là-dessus. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, moi, je pense que la présence de Madame Fructus n'est ni un honneur, ni du courage. L'honneur, chacun a cette définition. En tout cas, pour moi, ça n'en est pas. Le courage, il n'est pas du tout d'une personne payée et mandatée par le peuple pour venir en rendre compte. Donc, ça ne s'appelle pas du courage. Le courage, il est du côté des gens qui tiennent encore debout et qu'on maltraite au quotidien. Voilà ce que je voulais dire en premier. Que ce soit pas à Marseille, qu'il n'y ait pas que dans cette ville qui se passe ces choses-là. Si, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même 4 élus qui ont été épinglés, ils sont encore là. Donc j'ai envie de dire, si on n'arrive pas à faire le ménage dans sa chambre, il y a de grandes chances que tout le reste de l'appartement soit en grand bordel. Donc il y a un moment où je pense que l'intérêt, c'est d'arrêter de vous écouter nous dire que vous êtes incompétente, parce qu'a priori c'est ce que vous êtes en train de dire, toutes les institutions le sont. Il y a peut-être des solutions dans la société civile qui ont des choses à nous dire. Donc je demande, s'il vous plaît, à ce qu'on arrête d'écouter Madame Fructus. Madame, s'il vous plaît, prenez des notes.
allez le raconter à vos collègues, et peut-être on pourra avancer comme ça. Il y a des gens qui ont d'autres choses à dire, et des choses peut-être constructives, intéressantes. Merci. Je m'appelle Laurent. Alors peut-être on va être synthétique et essayer d'associer tout le monde. Madame Fructus, pas seule à répondre, vous avez compris, il faut aussi prendre des notes. Sur cette place des citoyens, comment on associe au PPA, à la GOU, à je ne sais pas quoi d'autre, comment on associe les citoyens alors qu'on a du mal à organiser des vraies assises quelques mois après. Comment on les associe alors? C'est pas la seule question qui a été posée. Hein. Oui, je ne sais pas si on doit répondre à tout. Non, mais répondez déjà à celle-là. Je pense qu'elle a Donc je remercie Laurent de m'avoir mis d'équerre. Là, j'ai bien compris. Voilà. Donc à la limite, je me demande si je dois répondre. Vraiment, je viens là pour débattre et pour discuter, pour vous dire l'état des choses, et c'est très sérieux. C'est pas de la blague. Hein. On est sur des choses sérieuses. Et c'est ça que j'aimerais que vous preniez en considération. Sur l'absence de concertation ou l'insuffisance de concertation. Aujourd'hui, pardon, mais je vous dis des réalités qui ne vous conviennent pas, je peux le comprendre, elles ne me conviennent pas forcément non plus, mais on est dans un temps qu'on ne maîtrise pas. Le temps, c'est la mise en place des outils. Ces outils-là, et notamment le PPA auquel il a été fait allusion, il sera mis en place, signé, un engagement signé de travailler ensemble, voilà, de se coordonner, comme le disait Madame Zitouni, c'est bien le déficit qu'il y a aujourd'hui dans les interventions publiques possibles sur le sujet de l'habitat, c'est qu'il y a une absence de coordination, une absence de fixer les missions de chacun, déterminer les enjeux qui sont prioritaires pour chacun. C'est ça, le PPA qui va être mis en place avec toutes les institutions, l'État, la ville, la métropole, l'ANRU, l'ANA, le conseil départemental. C'est au mois de septembre. Et partant de là, quand tous ces partenaires auront fixé les enjeux qui sont devant eux, il y aura évidemment, et je le souhaite, et en tout cas, moi, je serai à vos côtés pour le demander, une concertation avec les habitants, avec les Marseillais, sur les projets apportés. Quand précisément? Mais, vous avez une idée? Non, vous savez pas. Concertation, je sais pas. La délibération qui va acter le PPA, ça va être d'accord. Très mais la délibération, la concertation, ça sera la rentrée. Comme ça a été dit, vous demanderez à mon collègue Xavier Méry, qui est l'élu en charge maintenant désigné par la présidente de la métropole pour s'occuper spécifiquement de l'habitat indigne, parce que justement c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut réorganiser les services, qu'il est à la tête d'une direction dédiée, qui est en train de s'étoffer avec des recrutements, et vous le savez certainement, qui sont en train d'être réalisés, pour pouvoir justement coordonner à la fois les activités périls portées par la prévention des risques et les activités relevant du champ de l'insalubrité qui seront dans cette direction dédiée et tout mutualisé. Et nous espérons que ces prises de décision, cette réorganisation, cette méthodologie de travail permettra de donner de la rationalité et de l'efficacité en faisant en sorte, évidemment, d'associer, parce que c'est quelque chose qui me semble absolument non seulement légitime, mais indispensable, d'associer le plus possible les habitants au portage des projets et à la définition de la programmation qu'on veut faire. Voilà. Pour l'instant, effectivement, les gens ont l'impression que ce n'est pas le cas, qu'ils ne sont pas vraiment associés. Peut-être, Marie Batou, comment on pourrait... Oui, mais la politique, elle a commencé avant le PPA. Marie Batou, comment on peut associer la population? Est-ce que vous avez réfléchi à ces nouveaux outils? Peut-être. Alors, oui, déjà un mot là. En fait, je pense que tout le monde dans la salle sait que le sujet est particulièrement sérieux. 8 morts, 2600 délogés ou plus, personne ici. Oui, on peut pinailler en permanence, mais essayez d'écouter les bonnes personnes. Quel rapport? Non, attendez. Vous savez, j'ai exactement tous les chiffres là sur mon téléphone et je ne vous les dis pas parce que je ne crois pas que ça soit le sujet. Bon. Mais vraiment, je ne crois pas que ça soit le sujet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, là, vous nous prenez pour des enfants. Mais bien sûr que oui.
Vous nous prenez pour des enfants et vous pensez qu'on n'est pas responsable et qu'on n'est pas sérieux. Et ce que les gens qui sont dans la salle là aujourd'hui en face de vous, ils sont urbanistes, architectes, citoyens, ils accompagnent les délogés tous les jours et je pense que eux, ils sont particulièrement conscients de ce que c'est la réalité. Et donc, nous expliquer que vous connaissez les chiffres, vous savez la réalité, vous connaissez les sigles, vous savez, vous, parce que vous êtes l'institution, c'est nous prendre pour des enfants. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que veut dire la salle là, c'est qu'il faut arrêter de prendre les citoyens pour des enfants. Ils ont leur mot à dire, ils ont leur choix pour leur ville, et il faut arriver à les associer. Ce n'est pas la concertation que vous avez menée sur le PLU et les assises de l'habitat citoyen de Madame Vassal, etc., qui ont démontré une volonté d'associer les citoyens de cette ville. Vous continuez à nous prendre pour des enfants et voire à nous prendre pour des idiots. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous, tous ceux qui sont dans la salle et qui sont ailleurs, ils se prennent en main. Ils ont proposé une charte citoyenne pour le relogement et ils l'ont travaillé. Plutôt que de prendre le document qui avait été proposé, vous avez proposé un document contraire. Voilà, c'était encore une manière de nous dire que le travail que nous fournissions n'était pas assez suffisamment sérieux pour vous, pour être pris à la mesure des moyens que nous avons accordés pendant 6 mois à ce travail-là. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce sujet pendant des heures. Si vous saviez dans quelles conditions, je pense que vous devriez être admirative, parce que vraiment, c'est du militantisme citoyen de tous les jours. Et moi, je pense que de leur parler comme ça sur le thème, vous n'êtes pas sérieux, ce n'est vraiment pas rendre justice au travail formidable, à la solidarité et à la mobilisation des citoyens dans cette ville depuis 6 mois. Voilà. Merci Marie, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Une question et après vous pouvez répondre. Benoît. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi Madame Fructus, mais on ne s'en prend pas à vous personnellement. Je sais bien que vous avez envie de répondre à tout le questionnement, etc. Mais permettez-nous aussi de prendre la parole. Et si vous êtes là aujourd'hui, bon, vous êtes courageuse, c'est bien, mais c'est aussi pour écouter. Non, mais il n'y a pas, il y a pas d'égo, il n'y a pas d'égo. Je veux dire, il n'y a pas d'égo. Les critiques, elles ne sont pas faites pour vous personnellement, mais pour les institutions et le mandat que vous représentez. Ceci dit, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Najat et je suis une enfant de Noailles. Donc, en tant qu'enfant de Noailles, j'ai été très touchée et ma maman y vit encore, elle a 84 ans. Moi, je voudrais dire en tant que citoyenne, simple citoyenne, que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le mal, on sait d'où il vient. C'est les propriétaires qui ne font pas les travaux. Maintenant qu'on dit qu'on n'a pas d'outils, on en a un, et un bon, c'est la justice. Pourquoi la justice n'est pas respectée quand il y a un propriétaire, et encore, je ne suis pas là en train de cibler les petits propriétaires quand vous avez fait allusion pour faire une compensation sur leur retraite, ni des copropriétaires qui sont en copropriété dont ils ont du mal à récupérer les charges, mais je suis là sur les gros, comme on dit à Marseille. Les gros et les gros, ceux qui sont pleins de fric, ceux qui ont des agences pour gérer leurs biens et qui vendent et qui achètent et rien n'est fait. Donc je pense que nous, on est là pour regretter nos morts, bien sûr, ça nous a tous touchés dans notre âme, mais aussi ici pour trouver des solutions. Alors qu'on ne nous dise pas que des solutions, il n'y en a pas. Pour éviter la mort d'un être humain, il y en a toujours. Merci à tous. Bravo. Florence, sur cette partie... Non, attends, ouais. je suis directement interpellée. Bon, bah, juste, mais faites court, je sais bien, mais c'est pour éviter qu'on ait l'impression qu'il y a un dialogue uniquement avec vous. Mais non, bah oui, mais j'ai... Oui. Allez-y. Le problème, c'est que je suis mise en cause complètement. Enfin, pas moi personnellement, mais enfin, et si je ne peux pas répondre et que c'est que les autres qui répondent pour moi, et puis ensuite, juste Florence, sur la partie pénale. Alors, vous avez raison, madame, vous avez raison. Le problème, le premier problème, c'est le problème du statut de ces biens. C'est des biens privés, ils appartiennent à des propriétaires privés. Et c'est vrai. Pardon? Non, mais... Ceux sur lesquels il y a des problèmes sont forcément des biens qui appartiennent à des propriétaires privés. Il y a des locataires dedans, mais c'est des propriétaires privés. Et le problème, c'est les rapports des locataires avec leurs propriétaires. D'accord ? Et la justice, elle peut intervenir là s'il y a une difficulté entre les locataires et les propriétaires. Ça relève des relations privées entre les locataires et les propriétaires.
Et là, aujourd'hui, on est dans la situation qui fait que c'est la puissance publique, je dis, qui est obligée de se substituer aux propriétaires défaillants pour des raisons légitimes ou pas légitimes, où ils n'ont pas les sous pour le faire, etc. Mais la réalité, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit bien, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des réponses, on est en train de les construire, les réponses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les réponses qui préexistaient jusqu'à maintenant, à l'évidence, elles étaient loin d'être suffisantes, elles étaient inappropriées. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons, et nous devons travailler les uns et les autres, pour faire en sorte que la puissance publique puisse intervenir de façon beaucoup plus efficace à nos côtés. Voilà, c'est ça l'idée. Le message, c'est pas de dire on peut rien faire. Ce que je veux vous dire, c'est que les moyens dont on disposait, les moyens juridiques, les moyens d'intervention, ils n'étaient pas suffisants, ils n'étaient pas adaptés, il y avait des dysfonctionnements. Il y a eu des dysfonctionnements à tous les niveaux, et aujourd'hui, il faut absolument se mobiliser ensemble, toutes les institutions, les collectivités, et tenir compte, évidemment, de la vie des citoyens. Et je ne peux pas entendre que Marie Batou ose dire que je vous prends pour des enfants. Je suis désolée. Ils étaient... Mais vous avez raison. Oui. Alors, juste pour... Alors, juste pour parler des questions pénales, ne pas respecter un arrêté de péril et ne pas faire les travaux, c'est une infraction. Et ça pourrait donner lieu à poursuite de la part du parquet. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui fait. Donc, est-ce qu'il y a des outils pénaux pour aller chercher les marchands de sommeil et pour effectivement aller chercher ces propriétaires, ces gros propriétaires, moins gros, hein, mais qui ont fait des taudis leurs ressources? Les textes de loi, ils existent. Ils ont même été durcis récemment et on a un ministre du Logement, une garde des Sceaux qui ont annoncé une guerre aux marchands de sommeil. La question, c'est comment on fait en sorte pour que ça marche. Parce qu'en fait, on a plein de lois en France. On le voit bien depuis le drame, hein, et encore une fois, dans une proportion à Marseille qui est inédite par rapport à ailleurs, mais qui est quand même nationale, c'est qu'il y a plein de lois qui existent. Le problème, on est fort pour faire des lois, mais pour les faire appliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est quoi? C'est qu'effectivement, des marchands de sommeil, beaucoup trop nombreux, avec la complicité de certaines agences. Moi, je suis encore choqué, et pas plus tard qu'hier, je voyais une annonce Parc Les Rosiers, appartement 50 000 €, très haut rendement locatif. Quand vous êtes allé voir le Parc des Rosiers et que vous voyez une annonce très haut rendement locatif, mais c'est juste, moi, ça me met dans une colère noire. Voilà. D'apprendre que certains sont peut-être propriétaires dans la salle, se sont endettés sur 25 ou 30 ans. Moi, j'aime bien dire, vous êtes devenu locataire de votre banque en pensant devenir propriétaire. Mais que certains font des rendements locatifs où en 3 ou 4 ans, ils font la culbute et qu'en plus, c'est financé par les APL, moi, ça me rend malade. Parce qu'en plus, c'est de l'argent public, les APL. Et là, ça me rend malade. Et effectivement, les outils, ils existent. Il faut chasser et punir ces marchands de sommeil. Il faut sans doute contrôler davantage les agents immobiliers quand, au lieu de les dénoncer, comme leur donne aujourd'hui l'obligation de la loi Elan, elle promeut à la vente des biens qui ne devraient pas l'être, qui devraient être retirés du marché sauf réhabilitation. Effectivement, il y a de quoi faire. La question, c'est la protection. Et ça, on y tient à la Fondation Abbé Pierre, l'accompagnement et la protection des plus précaires. Parce que moi, j'ai des exemples en tête, j'espère pouvoir rencontrer bientôt le substitut du procureur à ce sujet, mais on a des vraies interrogations. Les premières victimes, il va falloir à un moment dire les choses, c'est les sans-papiers. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a, parce que c'est ça, les points les plus durs, nous ce qu'on voit aujourd'hui c'est ça, s'adresse à la Fondation Abbé Pierre, des ménages sans-papiers, qui sont victimes d'un marchand de sommeil, et où la question c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas leur garantir que s'ils portent plainte, il n'y aura pas une obligation de quitter le territoire. Il y a des vrais sujets là-dessus. Moi, je peux vous dire, qui ont peur de se signaler. On parle de signalement, qui ont peur de se signaler. Il y a un texte de loi en France, par exemple, un décret, je crois, de 2007, qui dit qu'une victime de proxénétisme, d'esclavagisme, etc., qui est sans papier, qui porte plainte au pénal, peut avoir une protection qui lui est offerte, à savoir le temps de l'instruction, une carte de résident temporaire, s'il est reconnu victime, une carte de résident de 10 ans. Il y a peut-être des choses à faire aussi de ce côté-là,
pour aller chasser les marchands de sommeil. Mais sur cette question sans papier, mais au-delà de là, parce qu'on a aussi des gens avec papier qui sont victimes de marchands de sommeil, il faudra au-delà de ça, c'est vrai, des vrais pouvoirs de police. Et là, je ne parle pas des pouvoirs de police du maire, je parle de commissaires, de travail d'enquête, avec un procureur solide qui attaque les marchands de sommeil, mais aussi des dispositifs d'accompagnement pour garantir les droits des plus précaires. Voilà. Moi, c'est vraiment un vrai sujet de voir, effectivement, parce qu'il y a un vrai rôle des propriétaires. Et moi, nous, à la Fondation Abbé Pierre, on trouve absolument révoltant de voir des gens se comporter aussi mal et aussi contrairement à la dignité humaine. Une dernière petite chose sur un tout autre sujet, on a beaucoup parlé de place des citoyens. Donc nous, là aussi, à la Fondation Abbé Pierre, on croit vraiment au rôle de la société civile, on en est un des acteurs, et je tiens à dire que la mobilisation à Marseille, la solidarité et la mobilisation qui a réussi à faire porter dans le débat public la question du logement, moi je peux que l'encourager, c'est extrêmement important. On voit avec les Gilets jaunes qu'il y a une mobilisation nationale sur la question du pouvoir d'achat, et j'étais désolé de voir qu'on a aussi peu parlé de logement, alors que c'est l'explication principale des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays depuis 20 ans. Et qu'il faut le rappeler. Et je trouve ça très bien qu'à Marseille, il y ait une telle mobilisation citoyenne, des collectifs, mais de tout le monde sur cette question du logement et de l'habitat. Et en tout cas, à la Fondation Abbé Pierre, aujourd'hui, on a même mis en place un programme pour aider les plus précaires, parce que dans le rôle de citoyen, on a vu qu'ici, il y a un certain nombre d'architectes, etc. Mais la question des plus précaires, de l'expression de leurs besoins, elle nous tient particulièrement à cœur. Et donc, on sera vigilant à donner la voix aux sans-voix les plus précaires aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci. On va prendre une dernière question. S'il vous plaît, parce qu'on est arrivé au terme du temps imparti. Monsieur. Alors, une question pour tous les trois, Françoise, pour Marie, Alain et Arlette. On en est où avec le permis de louer? Et aussi, pourquoi ne pas avoir en fait essayé pour Arlette, cette fois, cette question, pour contraindre les sociétés de logements sociaux en fait d'acheter des immeubles, parce qu'à l'époque, à une certaine époque, c'était encore possible, limite même en les aidant en fait avec des subventions, parce que le prix de l'immobilier, je crois à Marseille, il y a 10-15 ans encore était encore en dessous, il y a 10 ans peut-être moins, mais il y a 20 ans c'était encore en dessous. Alors, la question donc, elle portait sur comment on peut obliger les bailleurs sociaux à investir dans le centre-ville, hein, donc en les subventionnant éventuellement. Et le permis de louer, où est-ce qu'on en est de la mise en place du permis de louer? C'est vrai qu'il avait été annoncé sur Noailles à titre expérimental. Est-ce qu'il est mis en place? Il a été annoncé à la dernière séance du Conseil métropolitain, et il était annoncé également qu'il serait mis en place au mois de septembre. D'accord. Et que donc tout était organisé. Le recrutement, là, la métropole est en train de recruter des agents qui devront évidemment faire les inspections dans le cadre du permis de louer. D'accord. Voilà. Alors peut-être un mot de conclusion, Florence Zitouni, on a parlé de ces outils et la question, est-ce qu'il y avait vraiment est-ce que les outils existaient déjà juridiques, notamment pour contraindre et traduire devant la justice les marchands de sommeil? Est-ce que vous qui êtes juriste, est-ce qu'ils existent déjà? Est-ce qu'on a le moyen de le faire? Je sais qu'il existait déjà des moyens de contrainte. Enfin, c'est pas une chose que je connais vraiment de très près. Bon, je sais que la loi Elan est intervenue, donc c'est la loi qui date de fin 2018, qui est intervenue pour durcir les sanctions. Donc je pense que Florent Oudemont l'a expliqué. Donc bon, a priori, oui. Après, reste à savoir si le procureur aura les moyens de le faire. Voilà. Bon, vous n'allez pas croiser beaucoup des enquêteurs de police à la Belle de Mai durant votre enquête, qui travaillaient là-dessus? Non, ça, on n'a pas vu. Non. Je ne sais pas si le problème de l'insalubrité aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer de manière théorique. Et qu'il faut faire des visites des lieux, et effectivement, souvent... en étant formé pour le faire, ce qui est rarement le cas aujourd'hui des forces de police qui ne sont pas formées pour reconnaître ce qui est de l'ordre de l'indignité et de l'inhumanité. Peut-être un court mot de conclusion, Marie Batou? Elle n'a pas envie de conclure. Mais sinon, je le fais à votre place. Non, je vais dire une chose essentielle. On a mis en place une pétition citoyenne pour soutenir notre charte citoyenne, pour que la mairie ait à débattre sur la question du document qu'on a écrit. Et aujourd'hui, on est à
à 8000 signatures, sûrement plus. Là, il faudrait que je vous dise le chiffre précis pour répondre aux attentes de Madame Fructus. Mais je crois qu'on a 8700. Faites signer la pétition par les Marseillais que vous connaissez. Ça sera un gros coup de pouce sur la mobilisation citoyenne qui s'est construite depuis ces derniers mois à Marseille. Et ce qui pourra entraîner donc un débat en conseil municipal au bout de 10 000, je crois. C'est ça. Pour préciser à Marie Batou, que j'ai pas vu dans le cadre du travail que l'on mène avec les associations et le collectif, oui, le soir de 18h à 21h, nous nous réunissons hebdomadairement pour travailler sur la charte de relogement. Le maire de Marseille a encore dit la semaine dernière, lors de la signature de la charte avec les propriétaires et les syndics, que nous travaillons à une charte de relogement, qu'il m'en avait confié la charge, ce que je m'astreins de faire avec vous, avec le plus grand plaisir, parce que à titre personnel, je considère que c'est un acte majeur que nous arrivions à signer ce document qui nous lie les uns et les autres. Voilà. Très bien. Donc on va conclure ce débat sur cette promesse qui vous est faite que cette charte sera signée. On attend de voir quand. Merci à tous d'être là. Il y a une maman qui a été mise à la cette femme petite. Alors vous pourrez dialoguer avec Madame Fructus juste à la sortie. Je vous remercie d'être présent. Donc merci à Alicio pour la technique. Et puis on aura l'occasion dans la campagne qui s'annonce de débattre encore de ces sujets qui seront au cœur.